Chers amis, bonjour. J'ai bien dormi. Bon, ce matin, je vais vous parler, j'ai commencé à batailler dur dès le matin, tôt le matin. De toute façon, quand je travaille sur des sujets, tôt le matin en général, enfin tôt, j'ai très bien dormi. Mais je sais pas, de 6 heures. Quand je travaille relativement tôt comme ça, assise dans mon lit, je travaille toujours sur des sujets, c'est là que je me coltine le plus chiant en fait. Bah oui, parce que c'est toujours chiant de devoir travailler sur des sujets épineux et bon, c'est passionnant mais et c'est gratifiant, mais c'est pas nécessairement là qu'on trouve vraiment le plaisir, on va dire. Bon, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. En fait, je veux parler évidemment de balance ton porc, de la loi de prescription, de tout ce qui est en train de se passer en ce moment sur le sujet. Et Dieu sait que c'est important ce qui est en train de se passer. Je pense y être pour quelque chose, dans l'ampleur que c'est en train de prendre. Et j'en suis fière. Je ne suis pas fière d'avoir été victime d'un pédophile quand j'étais enfant. Mais il se trouve que comme ça fait partie de mon histoire, j'ai pour habitude de transformer toujours tout ce qui m'est arrivé de chiant dans la vie, je le transforme en quelque chose de positif. Et le quelque chose de positif, ça peut être des chansons, ça peut être des poèmes, ça peut être de l'écrit, ça peut être un témoignage, ça peut aussi être de la politique et effectivement chercher à influer pour que les choses aillent, comme on dit, comme ça, il y a un terme très à la mode en ce moment, dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est quoi le bon sens? Je soupçonne que selon la coloration politique, la notion de bon sens soit tout à fait la même, quand même. Bon, bref. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un truc qui est encore tabou au sein du gouvernement. Il est question au sujet de la pédophilie, il est question de rallonger la durée de prescription. Alors, c'est très bien, hein, c'est très bien, sauf que ça pourrait être nettement mieux. Et de toute façon, je vais faire chier le monde jusqu'à ce qu'on y arrive. Il s'agit de supprimer la notion même de prescription en matière de pédophilie. Alors là, il est question d'allonger, de passer de 10 ans, elle est passée à 10 ans je crois sous François Hollande, et puis là il est susceptible qu'elle passe à 15 ans. Moi je suis pour la suppression totale, voilà, ça c'est fait, voilà. Alors j'explique pourquoi. Ce qui se passe en fait, c'est que quand un enfant est victime d'un pédophile, c'est un viol, mais dans la réalité des faits, c'est un viol qui est infiniment plus grave qu'un viol perpétré sur quelqu'un qui est adulte. Parce qu'un enfant, par définition, ça n'est pas un adulte et c'est un être qui est en cours de fabrication d'une certaine façon. En ce sens, le viol qu'il subit, ou les attouchements, ou l'agression sexuelle qu'il subit, cause des dommages d'une extrême gravité dans sa façon de se construire et va générer justement un type de construction tordue d'une certaine façon. Où va naître la peur des adultes, la peur des parents quand il s'agit d'inceste, la peur des parents éventuellement, ou en tout cas la négation de la notion même de parentalité, quand l'enfant, ce qui était mon cas, quand l'enfant réalise par exemple que ses parents n'ont pas été capables de le protéger. Bon, moi c'est très particulier parce qu'il se trouve que comme beaucoup d'enfants malheureusement, j'ai choisi de ne rien dire. Parce que comme ma mère était déjà très malheureuse, je me suis dit, je vais pas la charger, je vais pas l'emmerder avec ça, je vais y arriver toute seule. Ce qu'on a tous tendance à se dire, hein. Quand ça nous tombe sur la gueule, quel que soit l'âge, on a tendance à se dire, c'est pas grave, on va mettre ça de côté, on va y arriver. Et puis en fait, c'est une espèce de graine de haine extrêmement puissante que vous avez au fond du cœur, qui va grossir, qui va pervertir la totalité de vos relations aux autres. Et en ce sens, c'est extrêmement grave. Alors ce qui se passe, c'est que quand vous devenez adulte, bon déjà, du coup, sexuellement, enfin, comment dire, dans l'attitude sexuelle, l'enfant qui a été victime de pédophile entre, malgré lui, dans le monde des adultes. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant qui a été victime d'agression sexuelle ne connaît plus l'enfance. L'enfance, elle est terminée, elle est entièrement broyée, ratatinée, aplatie, hein, et plus de joie d'enfant, d'adulte. Alors effectivement, il y a des moments où on arrive à faire semblant, on est très doué pour ça. Faire semblant, on sait très bien faire. Bah oui, tous les enfants savent très bien faire semblant qu'ils sont heureux. Parce que quelquefois, pour donner le change aux parents, on n'a pas vraiment le choix. Bon, c'est comme ça. Moi, personnellement, quand je vois mes photos d'enfants, je me dis que mes parents avaient vraiment pas l'œil, hein, franchement. Hein. Je sais que j'ai connu des passes anorexiques, par exemple.
Pas anorexique au point de mettre mon corps en danger, mais de toute évidence, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils avaient, ils avaient pas les yeux en face des trous, hein. Ça c'est certain. Bon, enfin bref, je suis pas là pour laver mon linge sale par rapport à ma famille, à moi, d'autant plus que moi, mais je n'ai jamais été victime d'inceste, et je n'ai jamais été maltraitée par mes parents, que ce soit mon père ou ma mère. Bon, mais il n'empêche que rétrospectivement, je me dis, à partir du moment où un enfant est victime d'une agression sexuelle, et que pour une raison ou pour une autre, il ne se sent pas suffisamment en confiance pour se confier à ses parents, après évidemment ça revient un peu dans la famille, un peu comme un boomerang, parce qu'on réalise qu'en fait ils n'ont pas été capables de nous protéger. Voilà, donc ça c'est quand même très... On peut pas considérer que sous prétexte qu'un enfant a été victime d'un acte pédophile en dehors de la cellule familiale, la famille ressort blanche sous le ventre. Je suis désolée, un enfant doit se sentir suffisamment en confiance pour se confier à ses parents s'il lui arrive un pépin. Et s'il ne se sent pas suffisamment en confiance quand il lui arrive une tuile, ça veut quand même bien dire que la famille est en défaut quelque part. Bon, n'en déplaise à certains. C'est comme ça. Alors, moi je vais vous demander d'aller voir notamment le travail d'Isabelle Césional sur Twitter. Alors je l'ai vu, je vous conseille de suivre le hashtag Stop à la prescription sur Twitter. Parce que le problème en fait est le suivant, c'est que dès l'instant qu'un adulte qui fait une dépression, qui pour une raison ou pour une autre, à un moment de sa vie, évidemment, la fameuse graine de haine et de souffrance qui est en lui a grossi et a provoqué des dommages extrêmement graves, à un moment, ça ressort de façon infiniment plus grave, sous forme d'addiction, sous forme d'anorexie souvent. Il faut savoir que sur 10 femmes qui souffrent de surcharge pondérale, ce qui est mon cas encore, sur 10 femmes, il y en a 7 à peu près qui ont été victimes d'attouchements pendant l'enfance ou depuis leur naissance, il leur est arrivé quelque chose. Je veux dire par là que la bouche est un organe sexuel, et à partir du moment où la bouche est un organe sexuel, le dérèglement, comment dire, la modification, la façon d'appréhender l'alimentation, systématiquement est une traduction, peut être une traduction justement d'un problème qui lui est arrivé. Donc quand vous avez un problème d'obésité, que vous voyez qu'il y a un trouble de l'alimentation chez votre enfant, il faut absolument vous poser la question de savoir s'il ne lui est pas arrivé quelque chose de cet ordre-là dont il n'aurait jamais osé parler. Voilà. Maintenant, alors moi j'avais soulevé ce problème-là, je ne sais plus quand, et puis j'ai eu la confirmation par les psys que c'était effectivement quelque chose de tout à fait vérifiable. Bon, c'est comme ça. N'empêche que nous, une fois que ça nous est tombé sur la gueule, il faut bien qu'on fasse avec, il faut bien qu'on apprenne à gérer. Donc je vous recommande d'aller voir vraiment le travail d'Isabelle Césional, parce que j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Alors, maintenant, il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est apprendre à transformer, dès l'instant qui vous arrive, quelle que soit la tuile qui vous tombe sur le coin de la gueule, entre guillemets, il faut apprendre à transformer. Le problème, c'est que pour transformer ce qu'on a de toxique au fond du cœur, de cet ordre-là, ou quel que soit le type de souffrance, eh bien, il faut, d'une part, prendre conscience de la perméabilité de notre cerveau, de la malléabilité de notre cerveau, et en ce sens, j'utilise toujours des métaphores, moi, parce que c'est mon fort, et depuis le début, et c'est ce qui fait que je suis suivie, en fait, c'est que grâce à la métaphore, j'arrive à rendre beaucoup plus accessible beaucoup de choses en psychologie et en développement personnel, etc., qui peuvent sembler difficiles d'accès. Par la métaphore parle parce que ce sont des images. Voilà. Bon, comme le premier de cordée, par exemple, à Macron, c'est une métaphore. Voilà. Ensuite, donc, je vous recommande d'aller voir aussi, sur ce fil, vous allez trouver l'affiche d'une pièce de théâtre qui s'appelle Les Chatouilles, la danse de la colère. Les chatouilles ou la danse de la colère. Alors j'ai pas vu cette pièce, mais d'après les critiques que j'ai vues sur Twitter, il faut vraiment aller voir cette pièce qui est en relation visiblement avec les agressions sexuelles. Donc je sais pas s'il s'agit de viol ou de pédophilie ou quoi, je sais pas, mais il faut aller voir cette pièce. Alors moi il faut savoir que je suis en train de travailler sur le sujet ces temps-ci, bon j'y travaille depuis des années, mais il se trouve que là je prends le taureau un peu par les cornes, parce que il se trouve que j'ai écrit un livre, je suis en train d'écrire un livre sur la famille. Et qui dit famille dit hélas aussi famille toxique, et la famille malheureusement peut être toxique
Alors, elle est d'autant plus toxique qu'elle est traditionnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le schéma papa, maman extrêmement classique, hein, qu'on nous vend depuis des siècles et des siècles, il faut savoir que ça revêt en son sein des aspects vraiment, vraiment pourris pour l'individu. Et la preuve en est que la fête traditionnelle de Noël, en fin d'année toujours, il y a toujours comment dire, un certain nombre de personnes qui se retrouvent à l'HP à cette période-là, ce qui m'est arrivé hein, d'ailleurs, hein, ce qui m'est arrivé, j'ai déjà eu l'honneur et l'avantage de réveillonner au sein de l'HP, dans le bâtiment Antonin Artaud, à l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-du-Rouvray. Bon, bref. Alors, on avait bien mangé, je vous remercie, tout le monde était complètement, comment dire, shooté par les médicaments, mais ça malheureusement on n'y peut rien, c'est pas si simple que ça. S'il suffisait de parler, ça se saurait, malheureusement la parole quelquefois ne suffit pas, et il arrive que les médicaments soient nécessaires. Bon. Je dis ça parce que, j'explique ça parce que je considère que c'est irresponsable de considérer que la parole peut tout. La parole ne peut pas tout, justement. Ça aide notamment à se poser et à ne plus être victime d'impulsions quelquefois. Voilà, bon. Je vais revenir vers la psychiatrie. Je sais qu'on m'attend de ce côté-là, je ne peux pas être partout. Là, je suis en train donc, de travailler au sujet de la pédophilie, et notamment, j'ai acheté un livre qui s'appelle « Psychopathologie de la pédophilie, identifier, prévenir et prendre en charge ». C'est un livre qui a été écrit par Ariane Bellerand et Amandine Lafargue. Alors, je vous recommande de lire ce livre-là, parce que le gros problème dans le domaine de la pédophilie, c'est que comme dans tous les domaines, particulièrement dans tout ce qui concerne la psychologie, le développement personnel, etc., il y a quand même un certain nombre d'idées reçues, et donc qui dit idées reçues dit aussi quelquefois beaucoup d'idées fausses ou d'a priori qui n'ont pas lieu d'être. Et donc c'est pour ça que c'est important, quand on veut travailler sur un sujet, de lire sur le thème en question. Il n'est pas comment dire, ça ne signifie pas pour autant que parce que vous aurez lu ce livre-là, vous aurez la science infuse et que vous saurez exactement. Mais ce qui fait ma force, moi, justement, quand je lis ce genre de livre, c'est que ça me permet de relativiser certaines choses que j'ai pu dire depuis quelques années, par exemple, ou de le voir sous un angle différent. Donc c'est pour ça que c'est important. Voilà. Donc je vous recommande d'aller lire ça, ça permet de mieux comprendre le sujet. Bon, maintenant, je vais revenir sur la suppression de la prescription. Là, il y a eu un témoignage qui est passé sur France 2 d'une femme qui a été violée à l'âge de 5 ans, et puis c'est revenu 35 ans après. Donc évidemment, quand elle a voulu porter plainte, vous pensez bien, avec la prescription, elle n'a jamais pu obtenir justice. Alors, en fait, moi je vais vous expliquer où est mon problème. Mon problème, il réside dans le fait que le fait de supprimer la prescription présenterait certains inconvénients qu'on sous-estime. Alors je vous recommande pour ça d'aller revoir tout ce que j'ai écrit et les vidéos que j'ai fait sur l'affaire De Villiers. Parce que c'est très intéressant je cherche pas à foutre la merde chez les De Villiers, je tiens à le préciser. Je veux juste mettre en avant le fait que ce soit un exemple tout à fait interpellant. L'un des enfants de Villiers a accusé un de ses frères de l'avoir violé. Le père, dans un premier temps, a fait amende honorable et a dit ok mon fils, je reconnais, on a dû déconner quelque part parce que franchement on faisait attention et tout, et puis je vais tâcher de corriger le tir, etc. Et puis une fois que c'est passé au tribunal, il n'était pas coupable dans les faits, le père, hein, c'est-à-dire que je pense pas qu'il ait fait jamais quoi que ce soit pour inciter ou pour encourager quoi que ce soit de cet ordre au sein de sa famille. Mais là où c'est très interpellant, c'est qu'une fois que le fils de Villiers a apporté l'affaire en justice, etc., dans son milieu social, on disait gentiment que bon, on lui avait donné satisfaction, mais bon, il était un peu dérangé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je veux dire par là que le fait de supprimer la prescription et d'imaginer que la victime porte plainte plusieurs décennies après. Dans l'hypothèse où lors du jugement, le violeur ou le père incestueux ou l'incestueux de la famille
ne se trouve pas condamné, eh bien, la victime en question se retrouve 10 fois pire encore que si elle n'avait pas porté plainte du tout. Voilà pour moi où réside le problème. Bon, alors maintenant, il faut savoir que le travail que j'ai fait sur la famille, dans ce travail-là, j'ai fait un truc, je suis super fière. Alors en fait, j'ai copié ça, j'ai appliqué un truc qui a été mis sur pied, je crois, au Canada ou aux États-Unis, qui réside dans le fait de faire une grille d'appréciation, une grille objective d'appréciation de la souffrance d'un enfant. C'était fait pour l'enfant, je crois. Donc, c'était un certain nombre de critères, donc assez importants, je ne sais pas, peut-être 20 ou 30, et il y avait quelquefois, souvent, très souvent, toujours. Jamais, toujours, avec 5 colonnes comme ça. Et donc, il y avait 20 ou 30 critères. Donc moi, j'ai fait ça. Je l'ai fait et j'avais pas une bonne note. Mais bon, j'étais pas très étonnée. Mais bon, c'est comme ça. Mais toujours est-il que j'ai donc appliqué cette méthodologie-là à la souffrance dans le couple. Et je suis très fière de mon résultat. Je suis pas de mon résultat, mais de mon résultat, oui, mais de mon travail sur le sujet. Donc ça paraîtra dans mon livre, mais ça a déjà été transmis à Thomas, donc je pense qu'il y a déjà des gens qui travaillent sur le sujet. Donc ça, c'est pour la souffrance en couple. Et on peut parfaitement faire la même chose aujourd'hui. Quelqu'un, par exemple, qui fait une dépression, parce que souvent, avec la crise du milieu de la vie, quelquefois, ces souffrances-là vont ressurgir à la naissance d'un enfant, au décès d'un des parents, un accident de voiture, enfin, n'importe quel accident de la vie qui va nous arriver. Malheureusement, le psychisme va le ressortir quelquefois à ce moment-là. Ça prend des formes, quand ça ressort longtemps après comme ça, c'est juste absolument terrifiant. Mais alors, quand je vous dis terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Moi, j'ai fait, par exemple, le voyage dans le temps. Non, vraiment. C'est-à-dire que ça m'est arrivé à l'âge de 9 ans, et quand je me revois très bien devant le psy, donc maintenant il y a une quinzaine d'années, j'étais devant mon psy, et je veux dire, j'étais